continue à décortiquer les résultats de l'élection américaine, de tenter de mieux comprendre ce qui a mené à l'éclatante victoire de Donald Trump et de son parti. Les républicains ont remporté non seulement la Maison-Blanche, mais également le Sénat, fort probablement la Chambre des représentants. M. Trump aura donc les coudées franches pour gouverner comme il l'entend. Alors, analysons le tout avec notre panel de journalistes. Joël Denis-Bellavance, chef du bureau parlementaire de la presse, Catherine Lévesque, correspondante parlementaire pour le National Post, et Émilie Bergeron, correspondante parlementaire pour la presse canadienne. Bonsoir. Bonsoir, Catherine. Alors d'abord, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous entendez sur la colline, parce que la version officielle, c'est le Canada n'a pas à s'en faire, tout va bien aller et on est prêt parce que ça fait longtemps qu'on négocie. Est-ce que c'est le discours que vous entendez? Commençons par vous, Joël Denis. C'est un discours rassurant que le gouvernement veut envoyer à l'ensemble des Canadiens parce que oui, ça a un peu provoqué une onde de choc, l'élection, la victoire décisive de Donald Trump dans l'ensemble du pays. Mais je ne suis pas convaincu qu'on est tout à fait prêt autant qu'on devrait l'être, en ce sens que oui, il y a eu une mission d'équipe Canada pendant quelques mois avant les élections présidentielles, mais est-ce qu'on a développé la stratégie nécessaire pour affronter la tempête qui s'en vient? J'ai des doutes. Il y a des choses quand même importantes qui s'en viennent. On parle d'immigration, possiblement une déportation de 10 à 12 millions de personnes de la part de l'administration Trump. Ces gens-là vont vouloir aller quelque part où c'est sécuritaire. Le Canada va être une destination, je pense, de premier choix. Il y a la question des tarifs douaniers de 10 ça va avoir d'importantes conséquences économiques. On pense même peut-être que la ministre va écarter l'idée de déposer une mise à jour économique et financière cet automne pour se consacrer uniquement sur un budget pour tenir compte des politiques qui seront adaptées par Donald Trump. Donc, il y a plusieurs dossiers qui vont nous affecter, dépenses militaires par exemple. Donc, sommes-nous prêts? Pas convaincus qu'on soit totalement prêts à ce qui vient de se produire aux États-Unis. Est-ce qu'on est prêt à faire face à tous ces changements? Parce qu'il va y en avoir, c'est obligatoire. Pas tout à fait. C'est sûr que pour l'instant, justement, les libéraux essayent de se faire rassurants. Là où je pense que c'est un point positif, peut-être pour les libéraux actuellement, c'est pour le leadership de Justin Trudeau. C'est la preuve que vraiment la dissidence, elle est finie, que finalement les dissidents qui voulaient peut-être voir un autre chef là, à la tête du Parti libéral, eh bien finalement, là, ils se replient, ils reviennent au berceau. Et puis, même hier, on a vu Sean Casey, qui est un des députés de l'île du Prince-Édouard, là, qui a demandé à ce que Justin Trudeau parte. Eh bien, il a dit, bon, finalement, je pense que Justin Trudeau il devrait peut-être rester finalement et il devrait mener les troupes jusqu'à la prochaine élection parce qu'il a déjà fait face à Donald Trump, il le connaît bien. Alors, on a déjà joué dans ce film-là. Oui, tout à fait. Donc, vraiment, peut-être que je pense que oui, autant qu'il y a des risques pour l'économie, des risques, bon, pour toutes sortes d'aspects, pour notre frontière, je pense que sur le plan politique, strictement, je pense qu'il y a peut-être des avantages pour l'équipe Trudeau qui est là actuellement. Est-ce que c'est votre avis aussi, Émilie? Oui, je pense que M. Trudeau va pouvoir dire, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Il va pouvoir mettre encore plus de l'avant ces fameuses comparaisons de dire que M. Poilievre, c'est un mini-Trump. Bon, il y a quand même énormément... Et pas M. Trump, non, quand même. Non, il faut le préciser, là. Mais les libéraux ne s'enfargent pas dans ces nuances-là quand vient le temps de faire des attaques partisanes. Donc, encore une fois, ils vont continuer avec ce type d'attaque-là. Ils vont s'y enfoncer encore plus pour pouvoir dire est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez, de faire une campagne un peu sur la peur, puis de dire non, ce serait la noirceur. Ça risque de fonctionner? C'est à voir. Je ne sais pas parce que quand même, ce qui est un peu ironique, c'est que M. Trudeau dit, ben, M. Poilievre va essayer de charmer les électeurs avec la peur, la haine, et donc lui d'attiser le genre de sentiment de peur d'un retour des conservateurs. Est-ce que c'est vraiment une stratégie? Est-ce que c'est pas un peu ironique finalement? Donc, il y a ça. Puis, c'est vrai que M. Casey, qui était un des dissidents, a dit hier, ben, M. Trudeau, c'est quand même quelqu'un qui aime se bagarrer, qui aime aller à un combat. Puis là, ça lui donne quand même, entre guillemets, un adversaire, M. Trump, quelqu'un à affronter, défendre les intérêts du Canada. Donc, ça peut lui donner un élan pour faire valoir son leadership. Mais à quel point le Canada peut-il se battre? Parce que M.
M. Trump, je l'ai dit d'entrée de jeu, va avoir les coups des franges pendant au moins 2 ans. Il va en profiter, normalement. Alors, à quoi est-ce qu'il risque de s'attaquer d'abord et avant tout? Là? Sur quel terrain va-t-il vouloir jouer? Où est-ce qu'on doit se préparer le plus rapidement possible? Je pense que le premier terrain où il va vouloir s'aventurer, c'est celui des tarifs. Parce que il a déjà joué dans ce film-là, il y a déjà eu des tarifs, il y a déjà eu des contre-mesures. Donc, ils vont déjà vouloir activer leurs contacts, aller avec les gouverneurs, voir, OK, avec les entrepreneurs qui pourraient être touchés par ça, voir essayer de faire du damage control, si on veut, à l'avance. Mais par contre, peut-être le terrain un peu plus imprévisible, c'est sur l'immigration. On est dans un contexte différent de quand M. Trump, de son précédent mandat. Maintenant, on est dans une situation où le gouvernement du Canada veut resserrer la vis en immigration. Et donc, on ne verra pas de tweet semblable où M. Trudeau va dire « Nous, on va vous accueillir à bras ouverts face à des décrets anti-immigration. » Oui, ça a été fait reprocher. Je pense que là, il va être beaucoup plus prudent. Et donc, ça va être un petit peu difficile là où M. Trudeau voudrait aller, peut-être plus, où il a tendance à aller plus et dire, ben nous, on va être une terre d'accueil pour face à ces expulsions-là. Ben il ne pourra pas aller peut-être dans les mêmes zones où il aime traditionnellement aller. Oui, parce que c'est pas tout de dire, comptez sur nous pour négocier. Encore faut-il gagner cette négociation-là. Est-ce que ça risque pas de lui nuire en bout de ligne, M. Trudeau, s'il doit négocier avec, par exemple, un afflux important d'immigrants? C'est sûr que ça va être difficile actuellement. Puis même du côté de la GRC, même de l'Agence des services frontaliers, on tente d'être rassurant, on dit qu'on a des plans, mais la réalité, c'est que les gens ne vont pas attendre en janvier avant de venir au Canada. Hein. Je suis certaine qu'on va voir un afflux de migrants bien avant ça. Alors, dans ce cas-là, je trouve que le premier ministre Legault a bien raison de lever le drapeau puis de dire il faut faire quelque chose. Alors, là-dessus, je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup d'assurance de la part du ministre Miller. Il a été très discret. Hein. Monsieur Miller, il aime parler d'habitude. Il aime, s'expliquer devant les journalistes, mais là, il se fait très discret, je vous dirais, depuis l'élection de Donald Trump. Donc, vraiment, j'ai l'impression que oui, on prend ça sérieusement, mais je ne sais pas à quel point on est prêt pour cet afflux de migrants là, qui va certainement venir au nord des États-Unis. Oui, et comme vous l'avez dit si bien, Joël Denis, dans la presse, pour ce nouvel ordre mondial, est-ce qu'on est prêt tant que ça? Oui, puis ça, je pense que c'est important de le dire. Le Canada a réussi à tirer son épingle du jeu dans le passé parce qu'il pouvait compter sur des institutions internationales qui étaient bien rodées. Mais les politiques de Donald Trump risquent d'affaiblir ces institutions au fil du temps. J'en nomme quelques-unes. L'OTAN, par exemple, M. Trump a déjà dit que pour lui, l'OTAN, c'était pas important et que les pays qui sont membres de l'OTAN, qui ne paient pas leur juste part, ce sont des cancres et qu'il ne veut pas les aider si jamais ils faisaient face à une agression. Donc, et la pression va être forte pour augmenter les dépenses militaires. Et il y a déjà une étude qui est assez pertinente, merci, la semaine dernière, publiée par la directeur parlementaire du budget, qui disait que si on va atteindre l'objectif de 2 des dépenses militaires, le PIB en dépenses militaires, il faudrait doubler le budget militaire, passer de 41 milliards à 82 milliards de dollars. C'est de l'argent. Où est-ce qu'on va prendre ça? Peut faire ça? Donc, la pression sera forte, mais d'autres institutions aussi pourraient être fragilisées. L'ONU, aussi l'Organisation mondiale du commerce, où le Canada porte souvent des enjeux commerciaux entre les États-Unis et le Canada. Les États-Unis ne croient plus aux règles établies par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, parce qu'on estime que c'est de l'activisme judiciaire commercial et qu'on impose des conditions inacceptables aux États-Unis. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, une autre institution, je pense, qui est peut-être qui pourrait devenir mal en point, parce que M. Trump veut nommer un certain Robert Kennedy Jr. à la tête de certaines agences de santé, et lui... Il a joint ses rangs. Voilà, il était candidat indépendant, décide de l'appuyer M. Trump durant la campagne présidentielle, et lui ne croit pas au vaccin. Veut des mesures, en fait, il voudrait éliminer les vaccins contre la variole, contre la grippe sur le territoire américain. Donc, imaginez un peu le genre d'individus qui auront des responsabilités importantes, sans compter, évidemment, Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète qui va avoir son mot à dire dans l'administration de Donald Trump. C'est conseiller, fort probablement. Donc, c'est ça qu'on entend, là. Et il y a un conseil qui a été fait la semaine dernière par Kelly Craft,
l'ancienne ambassadrice des États-Unis à Ottawa, qui avait été nommée par M. Trump, elle a dit « Attachez votre sucre ». Je pense que c'est un conseil assez judicieux et dont on devrait tenir compte dès maintenant. Oui. On entend bien des choses. Il y a des gens qui disent, bien, écoutez, ses pouvoirs ne sont pas illimités. M. Trump, il devra quand même négocier avec les États, etc. D'autres disent, non, il va faire exactement ce qu'il dit qu'il va faire. M. Charest, Jean Charest, que j'avais en entrevue un peu plus tôt cette semaine, disait, il faut le prendre au sérieux. Il va faire ce qu'il dit. Rapidement, petit tour de table, est-ce qu'il va faire tout ce qu'il dit? Est-ce que les tarifs douaniers vont être 10 moins? Plus? Est-ce qu'il y aura une déportation massive d'immigrants? Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que sur les tarifs, il n'y a aucun doute. Sur l'immigration, est-ce qu'il pourra aller aussi loin qu'il le souhaite? Peut-être pas, on verra. Mais je pense que aussi ce que personnellement je veux surveiller, c'est ce qui va se passer concernant la guerre en Ukraine. Ouais. La situation au Proche-Orient aussi. Quand M. Trump était président, il n'y avait pas les situations actuelles d'embrasement au Proche-Orient. Il n'y avait pas la guerre en Ukraine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On sait que la diplomatie soft, c'est pas sa force. Donc, pour le moins qu'on puisse dire. Là. Donc, ce sera à voir quel genre d'électrochoc il va donner. Est-ce que ça va être un bon électrochoc? Est-ce que ça va être un pas très bon électrochoc? Ce sera aux gens de juger. Mais certainement, il y aura un électrochoc dans un sens ou dans l'autre. Et est-ce qu'on est encore un peu naïf? Est-ce qu'on mesure bien cet électrochoc à venir, Catherine? Je pense qu'on ne le mesure pas tout à fait. Hein? Tout ça vient de se produire. Je pense qu'en fait, le Trump 2.0, en fait, il faut le prendre au sérieux parce que tous les gens qui étaient peut-être plus raisonnables autour de lui sont partis. Alors là, je ne sais pas de qui il va s'entourer, mais il va falloir que ces gens-là fassent vraiment très attention. Puis je pense que le Canada, bon, on en discute depuis quelques minutes, n'est pas tout à fait prêt. Ce que je vais surveiller aussi, c'est toutes les mesures environnementales, hein, le Inflation Reduction Act. Je ne sais pas, en même temps, il y a des investissements qui ont été faits dans des États républicains, donc est-ce qu'il est trop tard pour revenir en arrière? À quel point ça va nous influencer? Je pense que ça aussi, ça va être à surveiller certainement. M. Trump a remporté une victoire décisive, le vote populaire, le collège électoral. Il a le contrôle du Sénat, son parti a le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants, et il se sent investi d'une mission. Il a échappé à une tentative d'assassinat. Il dit que c'est Dieu qui l'a protégé. Maintenant, il estime que sa mission, confiée par Dieu, c'est de sauver l'Amérique, lui redonner sa grandeur. Pour lui, c'est une mission qu'il veut accomplir. Il y aura 2 ans où il aura les coups des franches avant les élections de mi-mandat. Donc, attachez votre sucre, je pense que c'est un conseil qu'il faut suivre aujourd'hui. Mais le Canada est relativement un petit joueur dans tout ça. Il y a des limites à sa capacité d'agir. Il faut toujours, en fait, ce qu'on nous dira là, dans les cercles diplomatiques, c'est qu'il faut toujours refaire le même exercice. Il faut toujours rappeler aux États-Unis qu'on est leurs plus proches alliés, qu'on est leurs voisins, mais aussi que nos économies là, sont entremêlées. Donc, il faut... c'est ça. Ce travail se fait déjà et il va se continuer. Il faut dire aussi que l'appel entre M. Trudeau et M. Trump, c'était vraiment pas le premier sur la liste de M. Trump. Là. M. Trudeau, je pense que c'est seulement en soirée qu'on a reçu un compte-rendu de leur appel. Donc, il a parlé à d'autres personnes là, avant. Oui. C'était pas sa priorité de parler aux Canadiens. Pas la priorité. Merci beaucoup, à vous trois. Merci bien. Merci.